voilà, c'était fast life quoi. Les premiers mois à Osaka, c'était presque tous les jours j'allais en boîte de nuit. J'avais le matin je travaillais, je nettoyais les shots, pour parler vulgairement, et le soir je faisais des cocktails quoi. En fait comme moi quand j'avais 10 ans, tu vois, je pense à ça encore parce que bon, j'arrive quand même, là c'est les derniers jours d'un rêve qui a commencé quand j'avais 10 ans quoi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je fais une petite pause pour t'expliquer le contexte de la vidéo. C'est ma première interview ainsi que la première vidéo que je tourne et que j'édite pour ma chaîne YouTube. J'ai chopé Pablo ce matin entre deux trains, j'ai donc fait une petite pause par Tokyo pour l'interviewer. Je suis désolé pour la qualité si c'est pas parfait car j'ai filmé à l'iPhone, car j'avais pas encore de vraie caméra. J'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous la trouverez intéressante. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, ça m'aidera pour le référencement, ainsi qu'à la partager avec vos amis et à vous abonner si vous en avez envie. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bisous. On va aller boire un petit café tous les deux, on va aller se poser, on va faire une petite interview quoi, une petite interview, un petit débrief de cette année passée au Japon. Voilà, Pablo va rentrer en France, donc on va débriefer tout ça, histoire de vous partager un peu ses expériences, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Et... Allez, à tout de suite. À très vite. Aujourd'hui, on est au Komeda's Café avec un petit Ice Cocoa. Salut Pablo. Salut Axel, on est à Tokyo là, et c'est bientôt la fin de mon séjour. Ça fait déjà un an, à peu près un an que je suis au Japon. Je suis arrivé en février de l'année dernière, et donc mon visa, comme tu l'as rappelé, mon Working Holiday Visa se termine à la fin du mois, au début du mois de février, donc il faut que je rentre en France. On est le 14 janvier, donc voilà, j'avais une espèce de petite latence d'une dizaine de jours, mais voilà, les prix des avions sont intéressants en ce moment, donc j'ai décidé de rentrer. Est-ce que tu peux déjà te présenter Pablo? Bien sûr, donc Pablo, 31 ans, donc dernière année où je pouvais faire ce fameux PVT, hein, c'est jusqu'aux 31 ans. Amoureux du Japon depuis bientôt 25 ans. Ça fait un moment déjà, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu de cet amour du Japon, de cette passion du Japon hein, qui me traverse depuis bientôt 25 ans. Donc voilà, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de faire cette fameuse année de PVT pendant un an, d'arriver d'Osaka jusqu'à Tokyo. Si je peux te poser une petite question, Pablo, qu'est-ce qui t'a fait venir au Japon? C'est une question qui est assez difficile. Je dirais que c'est voilà, ce que je dis, c'est un amour que j'ai pour ce pays, une espèce de fascination que j'ai depuis plus de 25 ans, qui a commencé. En fait, c'est une trajectoire, quoi. C'est une espèce de dynamique qui a commencé tout petit. En fait, depuis que j'ai 5-6 ans, qui a commencé d'abord par l'amour du jeu vidéo, hein, Nintendo. Donc aujourd'hui, c'est peut-être les jeunes qui commencent plutôt par les mangas. Moi, c'était plutôt les jeux vidéo. C'est une fascination de l'univers de Nintendo. Donc ça va être Super Mario, Zelda, très jeune. Du coup, t'avais quoi comme console? J'avais la Super Nintendo. Donc mon frère l'avait, mon grand frère. Voilà, ça c'est quand on a la chance d'avoir un grand frère, on est tout de suite éduqué un peu aux jeux vidéo. Donc moi mon grand frère avait la Super Nintendo, donc avec Donkey Kong Country, Zelda, Link to the Past. Donc très rapidement, en fait, j'ai été immergé dans ce bain-là, le bain des jeux vidéo. Et ensuite j'ai eu personnellement la Nintendo 64. Et donc très rapidement j'étais immergé dans cette passion du Japon, je me faisais la réflexion, mais je pense que ma génération, et la génération à peu près des trentenaires, de ceux qui ont plus ou moins, on va dire, ceux qui ont grandi au tournant des années 90, c'est une génération qui a été biberonnée un peu au Japon, quoi. C'est-à-dire que ce soit les animés, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, moi justement pour préparer cette interview, je me suis souvenu un peu de ça, de la déferlante qu'a été Pokémon, quand on avait 8-9 ans, c'est-à-dire que moi je me souviens de ça, le jeudi matin j'arrive en cours, je devais être en CE2 ou CM1, moi je faisais du foot le mercredi matin. C'est-à-dire que je n'avais pas vu Pokémon, et j'arrive le jeudi matin, t'as tous mes copains qui commencent à parler de ça, ils commencent à dire ouais Pablo... T'as vu Pikachu, t'as vu Pikachu, Sacha, Bourg-Palais. Putain, je dis non, je sais pas de quoi tu parles, moi je suis en train de faire des passes à 8h du match, je détestais ça en plus le foot. Je détestais ça, j'étais mauvais. Et là je vois quelque chose que j'avais jamais vu, c'est que toute la cour de récré en parle. Le phénomène exactement a été lancé, je n'avais jamais vu ça, je me suis dit ok Pablo, si tu veux pas louper un petit peu le train en marche, si tu veux pas louper la hype, là il y a quelque chose d'énorme qui se passe. Donc j'ai supplié ma mère d'arrêter le foot. Je voulais arrêter. Et donc j'ai pu regarder Pokémon. Et c'est devenu quelque chose d'énorme, tu vois. Et en fait, que ça soit Nintendo, Pokémon, Sony, nous on était fascinés par le Japon. Il y avait quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que tout ce qu'on aimait venait du Japon. Est-ce que tu te rendais compte que ça venait du Japon à l'époque? On se rendait compte, on était conscient et c'est une très bonne question parce qu'on était conscient mais en même temps on fantasmait à fond le Japon.
On savait pas, nous ça nous semblait tellement loin, tellement insaisissable. On avait comme ça, donc il faut quand même bien rappeler, c'est qu'autour des années 2000, il n'y avait pas YouTube du tout. Il y avait à peine Internet. C'est-à-dire qu'on avait le modem 56K, on avait le droit à 10 heures d'Internet par mois, 10 heures d'Internet par mois. Si on avait la chance d'avoir un grand frère qui avait fait la demande aux parents d'avoir le modem 56K. Moi, c'est que ça, j'avais cette chance-là. C'est-à-dire que moi, j'avais le droit à 1 heure d'Internet par mois, parce que mon frère prenait tout, quoi. Il me tapait si je prenais Internet. T'as combien d'écart avec ton grand frère J'ai 5 ans, donc lui il a 36 ans. Donc il a pu quand même, voilà, il était fan de Nintendo aussi, mais beaucoup moins que moi après. Donc en fait, on avait accès à des informations très parcellaires. On savait pas ce que c'était Tokyo, on savait pas ce que c'était le Japon, mais on savait que de l'autre côté du monde, il y avait une île merveilleuse qui était remplie de jeux vidéo, qui était remplie de mangas, qui était remplie d'animés. Et on savait qu'à Tokyo, voilà, on avait, moi j'étais abonné, je me rappelle, à Nintendo le magazine officiel. Ouais, j'avais cette chance-là. Et non pas Picsou Magazine. Et non pas Picsou, mais il y avait Picsou Magazine, il y avait Picsou Magazine aussi. Mania, il y en avait plein, Picsou Magazine. Et donc il y avait des pages consacrées aux jeux vidéo. Donc on avait comme ça, en fait on fantasmait sur des choses qui allaient sortir, sur des jeux vidéo qui allaient sortir dans 1 an, dans 2 ans, après. On avait des images de Tokyo, où c'était toutes petites images dans les magazines, quoi. Il y avait quasiment rien, donc on imaginait à fond. Il y avait, ce qu'il n'y a plus maintenant, mais je sais pas si tu te rappelles, il y avait l'E3. C'est le grand salon des jeux vidéo à Los Angeles. Tous les mois de juin, en gros, il y avait tous les journalistes qui allaient à l'E3, et tu avais conférence de Nintendo, Microsoft ensuite, et Sony, Ubisoft, Electronic Arts, Square Enix. Et donc, tous les ans, en juin, il y avait ça, quoi. Il y avait les journalistes qui allaient au bout du monde pour nous ramener un peu des informations, des espèces des pépites, quoi. C'est vrai que c'était loin le Japon à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus accessible pour n'importe qui grâce à Internet, grâce à Instagram. On partage beaucoup. Aujourd'hui, c'est à portée de main. Certes, ça fait un long vol. Ouais. Mais c'est vrai que comparé à l'époque, moi je le voyais très loin le Japon aussi. Limite inatteignable. Inatteignable. C'est-à-dire que il y avait là aujourd'hui déjà que les Japonais, bon, ils ont un peu de mal à parler l'anglais, mais nous, au tournant des années 2000, c'était impossible, quoi. Personne, enfin, genre, c'était 2 sociétés qui ne se comprenaient pas, mais en même temps, c'était moi quand j'avais 10 ans, c'est-à-dire tout ce que j'aimais venait du Japon. C'est quand même incroyable de dire ça. Ça a clairement commencé avec une vraie passion Japon. Une vraie passion Japon, c'est-à-dire que tout, et ensuite c'était Miyazaki. Miyazaki, voilà. J'allais en venir à cette question. Est-ce que tu as eu la chance d'avoir des VHS J'avais, oui, Ghibli. On dit Ghibli, Ghibli au Japon. Ghibli, ouais. Bon, Ghibli, donc en même temps que les Disney, c'était les générations Roi Lion et tout, voilà. VHS Disney, et ensuite le tournant, c'était le voyage de Chihiro 2001. Réalisé par Hayao Miyazaki, qui est un des plus grands réalisateurs des studios Ghibli, quoi. Exactement, le grand réalisateur avec Takahata. Et parce que, alors, faut dire aussi que moi, je viens d'une famille un peu qu'on qualifierait un peu de petite bourgeoisie culturelle. Donc, c'est-à-dire que moi, tout ce qui venait du Japon, c'était un peu mal vu. Moi, je viens d'une famille un peu intello, et du coup, tout ce qui vient du Japon, c'était c'est un peu la sous-culture nippone, quoi. C'était voilà, toujours Dragon Ball, très violent, parce que mon frère regardait Dragon Ball, donc mon père il voyait ça, il disait qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces trucs. Et en fait, c'est Miyazaki qui va sauver le Japon. Parce qu'à un moment donné, t'as le voyage de Chihiro qui sort en 2001, je sais plus. Et Miyazaki qui fait la couverture de Télérama, Nouvel Observateur, enfin des grands magazines comme ça. Un magazine que ton père que ma mère lisait. Que ta mère lisait. Ouais, c'est ça. Du Monde, enfin voilà, des trucs comme ça. Et donc le Japon, pour ces gens-là, devient acceptable, quoi. C'est-à-dire que c'est Miyazaki, ça devient l'héritier de Kurosawa, ça devient voilà, ça devient un objet culturel et du coup auquel le Japon devient acceptable pour ces gens-là, pour mes parents, quoi. Ça devient plus les jeux vidéo, vous perdez votre temps dans les jeux vidéo. Il n'y a pas que les jeux vidéo, il n'y a pas que les animés, il n'y a pas que la baston, quoi. Il n'y a pas que la baston. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de baston qui viennent du Japon. Baston, quand tu regardes Naruto, One Piece, Dragon Ball, c'est que de la bagarre, quoi. Mais, avec le pouvoir de l'amitié, bien évidemment. Le pouvoir de l'amitié qui est très important. Le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amour. Le pouvoir des cartes. Le pouvoir des cartes aussi. C'est très important. Pense à des amis yogi. Et donc voilà, donc là le Japon rentre dans une autre dimension. Et là moi mes parents acceptent de dire ok, ça devient cool, enfin pas cool, ça devient ok, on va te laisser dans cette passion là, dans cette folie là un peu. Et donc voilà, donc moi je grandis en fait au fur et à mesure. Le Japon va m'accompagner toute ma vie. Ma différence strat, ça va être au départ les jeux vidéo, après ça va être Miyazaki, après ça va être les mangas,
Après, quand je vais grandir, ça va être, je vais m'intéresser à l'histoire du Japon en tant que tel, quoi. Donc la période Meiji, la période Showa, l'ouverture au monde que je trouve très intéressante. Comment le Japon justement va être influencé en très peu de temps, parce que le Japon avec le shogunat reste, fermé pendant 2 siècles, tu sais, les frontières, et comment justement cette influence extérieure va créer une culture comme ça, un petit peu mélangeant le Japon et la modernité occidentale. Ensuite, ça va être les auteurs japonais que moi j'aime beaucoup, ça va être Natsume Soseki, ça va être Mishima, ça va être la city pop. Surtout la musique, la fameuse musique. C'est vrai qu'il y a aussi la musique. Quand on parle des films Ghibli, on pense aussi à Joe Hisaishi. Exactement, de ouf. C'est quelque chose moi qui m'a vraiment marqué, les musiques dans ces films qui se ressemblaient. Il y avait vraiment cette petite touche quoi. Jusqu'au jour où je me suis dit bon, il faut que j'aille me renseigner. Qui fait la musique des films, qui est ce mec-là quoi. Ouais, complètement. Qui est un génie absolu, tu vois. Qui est un génie. Ouais. Qui est clairement un génie. Quoi. Et tu cites Joe Hisaishi, moi je citerai aussi Koji Kondo qui a fait toutes les musiques de Nintendo. Tu vois, c'est un mec, c'était les gars. En fait, quand j'avais 10 ans, tu vois, je pense à ça encore. Parce que bon, j'arrive quand même, là, c'est les derniers jours d'un rêve qui a commencé quand j'avais 10 ans. C'est le dernier jour, mais ça va être le dernier jour de ton PVT. Ouais. Mais c'est pas forcément le dernier jour non plus de ta passion pour le Japon, ton engouement. Non, mais c'est vraiment un gros chapitre de ma vie qui est en train de se tourner là, maintenant. C'est sûr. C'est ouf. C'est-à-dire que c'est un chapitre qui a commencé, il y a 25 ans. On va faire une petite parenthèse si tu veux bien. Au niveau des mangas, toi, t'as commencé par quoi? Il y a un moment où tu t'es intéressé au manga. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient savoir aussi. Moi, c'était les mangas, c'était très bonne question. Moi, j'ai commencé par Naruto, par les shonen, quoi. Tu lisais un peu des BD aussi avant? Je lisais beaucoup de BD. Parce que c'est vrai que nous, les Français, on était vachement BD, quoi. Complètement. Donc moi, ça a commencé beaucoup plus les BD. Ça a été Tintin. Moi, tout à fait. Tintin. Nos grands frères lisaient aussi des BD. Ça faisait partie du jeu. Tintin, Astérix, Obélix, Tintin. Donc les BD franco-belges classiques, Black et Mortimer, Tintin, Largo Winch. Moi, j'aimais beaucoup Largo Winch. Un peu aventureux. Ça a été très rapidement Naruto. Naruto, toi en premier aussi? Ouais, Naruto en premier. GTO, moi. J'étais gros fan de Onizuka. Ouais, j'ai lu les mangas GTO. T'as lu les mangas? J'ai lu les mangas GTO et très gros fan de Onizuka. C'est un peu le mec cool du Japon, quoi. Pour toujours le mec cool du Japon. C'est clair. Toujours. C'est une légende. C'est la légende. La légende de Kamakura, si je ne me trompe pas. C'est le shonan, donc c'est tout ce qui est Kamakura, avec son pote de Saitama, donc au nord du Japon, Kamakura, tout ce qui est shonan, quoi. Moi, c'est pour ça que Kamakura, c'est une de mes villes préférées, parce que ça fait toujours penser à Onizuka, quoi, à Eikichi. Parce qu'en fait, GTO, contrairement à One Piece ou Naruto, c'est très ancré dans le Japon. C'est un mec qui vit à Tokyo, quoi, qui devient prof d'une école privée à Tokyo. Et donc, quand tu lis GTO, en fait, c'est une capsule de ce qu'était le Japon au tournant des années 2000. Donc c'est le Japon qui est pré-internet, donc qui est pas très américanisé encore, tu vois. Donc qui reste très japonais. Et c'est le Japon qui pour nous avait entre 5, on disait oui, le Japon ça a toujours entre 5 et 10 ans d'avance technologique. Tu vois si tu te rappelles? Tout à fait. Jusqu'à un certain moment. Ou jusqu'à un certain moment où ça va rattraper. Voilà. Tu vois, ça va être. En fait, pour moi, c'est la sortie de l'iPhone. Dans ma tête, c'est très précis. Hein. Et là, ça devient, l'Amérique revient sur le devant de la scène technologique, et en fait, l'iPhone va uniformiser technologiquement le monde. Quand on y pense, les téléphones qu'on avait avant l'iPhone 3G, moi j'ai eu un Nokia, j'ai eu un Sony. Ouais, bien sûr. À l'époque, on disait Sony avait le meilleur son, quoi. Tous nos téléphones à clapet, ils venaient du Japon. On avait les Motorola, qui vient du Japon. Moi j'avais un bon Samsung, ça vient de la Corée, tu vois, j'avais un truc à clapet, Samsung et tout, mais ça venait Japon, tout, enfin, je veux dire, la technologie c'était japonaise. Le Walkman c'était japonais, les consoles c'était japonais, après il y a eu le Microsoft, la Xbox et tout. C'est vrai que nos premières consoles étaient japonaises. Tout ce qui était cool venait du Japon, tout ce qui était nouvelle technologie venait du Japon. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand Tokyo Drift est sorti, là je me rappelle, Coca Man. Tokyo Drift est sorti, moi il y a la scène de Tokyo Drift. Tokyo Drift, c'est en 2003, 2002-2003, genre à un moment il filme la course. Et il s'échange la vidéo en direct. Quand t'as DK, Draft King, qui drift, il filme la course. Et en fait, c'est un truc que nous, moi je vois ça, j'ai pile 10 ans, 10-11 ans. C'est inimaginable. Là, c'est vraiment, je dis ok, genre personne n'a ça en France. Tu vois. Les mecs étaient clairement en avance. Là, c'est clairement en avance. Et ensuite, cette avance technologique-là, aujourd'hui, tu vas à Tokyo, oui, t'as plein d'écrans, mais c'est plus aussi impressionnant qu'avant.
Alors pour moi le top du Japon c'était vraiment ça, et tu vois dans GTO, tu vois tout dans GTO quoi, et pour moi... Ça reflétait vachement la vie du Japon à cette époque-là. Ouais, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est, voilà, le Japon autour des années 2000, il y a un peu aussi que la série qu'on aime bien aussi, Tokyo Vice, qui montre bien. Tokyo Vice qui est une série qu'on recommande à fond, vraiment géniale quoi. Ouais. Génial. Et on voit très bien cette énergie-là, il n'y a pas beaucoup de touristes. Tu vois, les Japonais parlent pas anglais. Ouais. Bah là, c'est le premier étranger qui travaille vraiment à un haut poste dans un journal japonais, quoi. Le soft power japonais, je suis pas sûr qu'il y ait eu un pays qui ait eu autant d'influence sur une génération que le Japon avec notre génération. À part peut-être les États-Unis dans les années 60, avec le mouvement des yéyés, le rock'n'roll et tout, tu vois. Mais l'influence du Japon, elle était totale. Sur, je veux dire, un garçon européen d'une dizaine d'années, voilà, elle était totale, quoi. Tous mes copains, on était fascinés par le Japon. Et donc les mangas, donc c'était Naruto, ensuite c'était One Piece, parce que maintenant One Piece, voilà, le plus grand manga de tous les temps, d'accord. One Piece, pareil, j'ai découvert ça au collège, donc tu sais, il y a ce qu'on appelle les scans, hein, on lit chapitre par chapitre, donc ça suit, donc on va dire que les chapitres de One Piece, donc écrits par Oda, sont pré-publiés, enfin publiés dans le Jump, le magazine Jump, toutes les semaines, que tu peux récupérer dans les combini et tout. Et en France, nous on lit les chapitres aussi semaine par semaine. Donc moi je lis One Piece depuis, pareil, depuis le collège, j'ai commencé en 4e mois One Piece. Oh la vache. Donc et t'as toujours... toutes les semaines, depuis 15 ans. Toutes les semaines depuis 15 ans? Ouais. T'es un vrai adepte, un vrai fidèle. Ouais. Donc là aujourd'hui, est-ce que tu es à jour, Pablo? Ah, je suis à jour, ouais. T'es à jour sur One Piece? Ah, je suis à jour, ouais, bien sûr. Le mec qui dit ça, c'est hyper sérieux. Ah ouais. C'est peut-être la question que je pose, t'es à jour dans One Piece, quoi. Donc ouais, ça fait 15 ans, donc semaine par semaine que je lis ça. Donc c'est vrai que ça va faire... Quand ça va se terminer, ça va être très 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 étrange. Parce que moi déjà quand Naruto s'est terminé, ça a été très étrange aussi. Bon, le manga, l'animé le plus long de tous les temps quoi. Ouais, Naruto a été quand même assez long, hein. Ça nous a suivi toute notre adolescence en vrai. Hein. Et même plus après, bien sûr. Ouais. Même plus après, bien évidemment. Pour ceux après, vraiment l'adolescence, ouais, t'as raison. Et d'ailleurs à l'époque, Naruto était beaucoup plus connu que One Piece. One Piece, ça a commencé, bon je vais pas rentrer en détail, mais ça a commencé à rentrer à l'arc Marineford, vraiment où ça commençait à être vraiment très connu. Mais ouais, donc tous les mangas, tous les shonen fleuve quoi. Toutes ces choses qu'on peut retrouver du coup en parlant de shonen dans les Shonen Jump. Voilà, dans le Shonen Jump où t'as tous les mangas qui sont pré-publiés. Et c'est terrible parce qu'en fait, on a peut-être une vingtaine, une trentaine de mangas. Et toutes les semaines, t'as un vote du public. Et si ton manga se retrouve en dernière place, t'es dégagé. T'es dégagé de quoi? Du Shonen Jump, bien évidemment. Du Shonen Jump. Voilà, le Shonen Jump, du coup, qui est un gros magazine qu'on peut retrouver ça, dans les combini. Vraiment 200 pages. Très épais, qui sort chaque semaine. Chaque semaine. J'ai Dragon Ball à l'époque, tu vois. Qui ont fait du coup découvrir Dragon Ball, qui ont fait découvrir Naruto, qui ont fait découvrir Slam Dunk, voilà. Les plus grosses pépites qu'on connaît actuellement en termes d'animé et de manga, ça vient du coup des... les premières parutions ont été dans le Shonen Jump quoi. C'est ça. Et donc t'as une lutte qui est incroyable entre tous les mangas quoi, au niveau de la popularité. Et donc on a été biberonné à ça, donc il y a eu vraiment voilà, le jeu vidéo, Miyazaki, manga, en fait toutes les stades de ma vie étaient le Japon. Ouais, rêveur, un fantasme quoi, c'est-à-dire que pourtant je l'aime bien parce qu'en fait on imaginait, moi j'ai toujours imaginé le Japon, à part là où je suis arrivé aujourd'hui, donc du coup je sais ce que c'est le Japon. Tu étais un vrai fan, tu l'es encore aujourd'hui? Ouais, mais et là justement ça va être intéressant. Sous d'autres aspects culturels peut-être? Sous d'autres aspects culturels, et c'est où c'est intéressant pour justement toi qui veux rester au Japon et moi qui pars, tu vois. Moi je veux que le Japon ça reste pas un rêve, mais ça reste quelque chose de une parenthèse enchantée. C'est un an, c'est très bien. Un an, c'est bien. C'est que moi, j'ai peur ensuite. Si je reste plus longtemps, ça devienne routinier, un peu commun. Tu vois, moi, je continue à idéaliser le Japon, à rêver quasiment tous les jours, tu vois. Et j'ai peur que si je reste, tu vois, au fur et à mesure, ça commence à devenir. Je commence à critiquer beaucoup le Japon, à voir les aspects très négatifs parce que ça existe, on en reparlera. T'as un aspect très critique aussi, toi. Ouais, très Pablo, critique, ouais. C'est pour ça que je voulais faire cette interview avec toi, c'est que toi, t'as vraiment un avis différent par rapport à ça. Tu vas conclure ton PVT, t'as pas forcément envie de revenir. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais t'as pas non plus l'envie de rester, quoi. C'est surtout après ça. ton PVT. Comme beaucoup de gens se bagarrent.
Alors, on va le préciser par rapport au PVT, le Working Holiday qui est juste sur 1 an. Pour ceux qui aimeraient venir au Japon, renseignez-vous par rapport au Working Holiday Visa qui est le PVT en français, un permis vacances-travail, qui te permet de rester 1 an sur place, qui te permet de travailler, qui te permet d'habiter ici et de partager le quotidien des Japonais. Mais au bout d'1 an, si tu n'as pas trouvé de travail ou de boîte qui pourrait te sponsoriser pour un visa travail, un Working Visa, tu ne peux pas rester au Japon, tu es obligé de rentrer. Le Japon est très strict sur les procédures, très strictes au niveau de l'immigration, bien évidemment, et te demande de rentrer tout simplement chez toi. Donc attention aux petits filous qui aimeraient rester un peu plus. Certes, il y a des petites techniques pour rester, mais bon, à vous de les découvrir. Et c'est un peu le challenge pour ceux qui aiment vraiment le Japon. C'est pas facile d'y habiter, c'est pas facile d'y rester, mais ceux qui habitent et ceux qui y restent, ils ont une passion commune, quoi. Je suis d'accord, complètement d'accord. C'est-à-dire que et c'est ça qui est bien aussi, c'est que si tu veux vraiment rester au Japon, il faut que tu te battes pour y rester, quoi. Il faut se battre. Alors là, il faut se battre. Tu as très bien résumé, c'est vraiment ça. Et on rentre encore dans l'esprit shonen, quoi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et là, si tu veux rester au Japon, il faut quasiment que tu deviennes japonais, quoi, plus ou moins. Enfin, il faut se plier aux us et coutumes et à l'administratif surtout. Ouais. L'administratif. Là, il faut maîtriser le japonais, quoi. Parce que là, si tu parles pas la langue, c'est terminé. Alors d'ailleurs, parlons-en un petit peu. Toi, Pablo, ça fait 1 an que tu es là. Ouais. Est-ce que au niveau de l'école, c'était comment? Est-ce que tu as appris à parler japonais ou est-ce que tu en es aussi aujourd'hui? Ah oui, alors moi je ne suis pas allé du tout à l'école de langue. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler dès que je suis arrivé au Japon. Donc moi je parle très mal japonais, je ne vais pas mentir. Je comprends, je peux me faire comprendre, mais je ne peux pas tenir une conversation au Japon. Donc aujourd'hui, tu as les bases? J'ai les bases. Moi c'est quelque chose que je regrette un peu ça, tu vois. C'est peut-être que j'aurais aimé... pas forcément aller à l'école parce que ça coûte très cher, ça faut le dire aussi. Il faut le dire aussi, une année d'école au Japon, en école de langue, c'est 5 000 €. Clairement, je ne donnerai pas des prix exacts, mais plus renseignez-vous, forcément, le prix de la vie. Donc ça te fait une année à 10-12 000 €. Moi j'avais pas l'argent, tu vois, donc j'ai commencé à travailler très tôt. En fait j'ai commencé à travailler, moi j'ai eu, dès que je suis arrivé en fait au Japon, parce que je suis arrivé, et je pense que mon expérience est intéressante, parce que je suis arrivé à Osaka. T'es arrivé quand au Japon? Je suis arrivé le 16 février à Osaka. Je voulais pas aller à Tokyo. Pourquoi tu voulais pas aller à Tokyo? Je voulais pas aller à Tokyo parce que Tokyo, ça me semblait tellement grand. Alors j'étais déjà allé au Japon 5 ans auparavant. Je suis arrivé au Japon, j'avais 24 ans et pourtant je suis resté 1 mois et demi. Et j'ai fait quelque chose que je ne conseille à personne. J'ai fait ce fameux voyage en vélo, Tokyo-Kyoto en vélo. Tokyo-Kyoto. Il faut savoir que Kyoto est à côté d'Osaka, à 30-40 minutes en train. Mais Tokyo et Osaka, je vous laisse regarder sur Google Maps, c'est pas à côté du tout, quoi. Donc moi je suis arrivé à Tokyo avec 2 amis à moi fous de vélo, des très très bons rouleurs avec des vélos de pro. Moi, ça faisait je roulais pour aller de chez moi à la boulangerie, quoi. L'idée vient d'où, cette idée de faire l'idée vient de Tokyo, Kyoto L'idée vient de L'idée vient de tes potes. De mes potes. Ils ont vu que c'était quelque chose qui se faisait sur internet, sûrement? Ouais, parce que eux, c'est des gros rouleurs. Donc, tu vas voir, Pablo, il y a c'est très simple de rouler au Japon, ce qui est vrai. C'est un très beau pays. Généralement, c'est plat. J'arrive à Tokyo, donc ça, là, c'est comment on peut dire, c'est le rêve d'une vie, quoi. C'est-à-dire, je me rappelle d'aller à Akihabara. Donc Akihabara, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle la Mecque de l'électronique. C'est-à-dire que c'est un quartier donc à côté de Ginza, c'est un quartier de Tokyo qui est concentré de magasins d'électronique, de jeux vidéo, d'appareils photo, de mangas, de figurines. Donc c'est la Mecque, nous on appelle ça la Mecque du jeu vidéo à l'époque, c'est tout ce qu'un geek, tout ce qu'un amoureux du Japon a toujours rêvé, qui se trouve à un endroit. Avec des immeubles énormes, avec des lumières de ouf. Et tu vas voir des immeubles où tu vas par exemple des immeubles de 5-6 étages, entièrement de modélisme, où tu vas voir les petits avions au premier étage, les bateaux au 2e étage, les tanks au 3e, enfin, voilà, t'as tout ce que tu veux. Donc moi j'arrive là-dedans, je me dis ok, ça c'est des visions un peu par flash, quoi. Tu vois, des sons que tu comprends pas, des lumières, une ville de 30 millions d'habitants. Donc j'arrive là-dedans, on reste une semaine, donc c'est l'émerveillement quotidien. Et il me dit ok, maintenant on prend le vélo, quoi. Et là on fait Tokyo Kamakura en une journée. Tokyo Kamakura, est-ce que tu peux nous situer Kamakura? Donc c'est au sud de Tokyo, c'est 80 bornes, 80-90 bornes. Avec mon sac de 30 kg sur le dos, un vélo en fixie. Il m'avait donné un vélo de merde. Un fixie? Un fixie, c'est un vélo, c'est un single speed. Ouais, dis-nous pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que tu as une seule vitesse
Et surtout, tu peux pas freiner. Tu peux jamais te reposer même en descente. Tu reposes pas tes jambes quoi, voilà. Tu pédales en permanence. Voilà, donc mes potes me disent ouais t'inquiète ça va le faire, et donc moi j'arrive et ça devient l'enfer. Quelle idée d'avoir pris un Pixie Power. Moi j'étais un peu naïf déjà. Donc j'arrive à Kamakura, premier jour à Kamakura. Et donc là moi je me rappelle, j'ai souvenir de ça, où je fonce vers Kamakura, c'est pour ça que Kamakura dans ma tête c'était vraiment très important. C'était vraiment votre première étape? Première étape, la délivrance. Je fonce dans l'eau, je fonce dans l'océan, je balance mon vélo de rage et je fonce tout habillé dans l'océan au Kamakura. C'était l'été? C'était mai. Une super saison, moi je conseille à tout le monde d'aller au Japon, c'est ma saison fait avril-mai. Avril-mai, après il fait super chaud, l'été au Japon c'est très compliqué. Avril-mai, donc on a fait Kamakura, ensuite Atami, ensuite Hakone, ensuite... Atami et Hakone qui sont réputés du coup pour les onsen, qui sont des endroits que je dirais atypiques du Japon, qui sont vraiment beaux à voir. Hein. Ouais, donc Hakone, après on prend des petits trains locaux pour aller, on finit, on arrive jusqu'à... Vous passez en train avec les vélos? Ouais, putain, ouais, pardon. Et les trains avec les vélos, c'est qu'au Japon, c'est vraiment... au Japon, il faut recouvrir, quand tu veux mettre ton vélo dans le train, il faut couvrir le vélo d'une bâche. Là, je commence à voir les mauvais côtés du Japon, déjà à l'époque. C'est-à-dire que ma bâche, c'est-à-dire que je prends une bâche qui est trop petite, le vélo est trop grand, c'est-à-dire que la bâche n'arrive pas à 10 cm du vélo. Mon vélo dépasse, je me fais arrêter par le contrôleur du train, en disant, oui, il me dit, voilà, je comprends rien de ce qu'il me dit. Il me dit, ça c'est pas bon. À l'époque, tu parlais pas du tout japonais. Du tout japonais, tu vois. Il me dit, mais je comprends, il a Google Trad, je comprends qu'il me dit, ça c'est pas bon. Et moi je suis exténué, j'ai mon sac et tout, je dis pourquoi c'est pas bon, tu vois, je commence à m'énerver, tu vois, je dis pourquoi c'est pas bon, il dit non c'est pas bon, il nous fait sortir du train. Et donc là je vois le mauvais côté du Japon, et ensuite on prend un autre train, et là c'est incroyable, on enlève la bâche, on dit on s'en fout, avec mes potes on s'assoit dans le train, et on revient 1 heure plus tard, et en fait nos vélos sont embâchés. En fait c'est les contrôleurs japonais qui ont bâché eux-mêmes nos vélos. Et en fait en 1 heure, j'ai vu 2 aspects incroyables du Japon, un aspect qui est très réglementé, très volontaire, qui est détestable. Les règles sont les règles. Les règles sont les règles. Même si malheureusement ça peut nous arriver. Même si c'est du non-sens pour nous. Un petit détail, ouais, du non-sens. Exactement, mais pour nous c'est un peu abruti, tu vois. Et d'un côté, l'extrême amabilité, l'extrême politesse du Japon. C'est-à-dire que les gars, ils ont pris de leur temps. Ils ont dit, oh, ok, c'est des gaijins. C'est sûrement des étrangers. Ils comprennent rien, on va les aider. C'est incroyable. Et ça nous incroyable. arrive. Les petites surprises du Japon, ça arrive souvent. Et les quand ça arrive, temps, ça quoi, fait plaisir. Ouais, voilà, et tu dis ok, bon. Ok, c'est incroyable. Et là, je dis d'accord, c'est le Japon. Et c'est un pays qui est merveilleux. Quoi. Et donc qui est bourré de contradictions. Et c'est un pays qui peut te rendre fou parce que tu peux ne pas comprendre. Et qui est un pays qui peut t'émerveiller parce que tu vas dire voilà, quand tu vois les grands-pères qui nettoient pour rien, gratuitement, hein, les jardins publics le matin à 7h du mat. Ou devant leur porte, devant la porte du voisin. Ouais. On les voit souvent, les petites grand-mères, les petits grands-pères qui sont là avec leurs petits balais, leurs petites pelles, à nettoyer les mégots des autres. Voilà, et les jardins publics qui ramassent les feuilles, tu vois, pour rien, gratuitement, juste parce que c'est, comme tu l'as très bien dit, bah c'est la collectivité, quoi. C'est le vivre ensemble. Le respect le vivre ensemble, le respect de la collectivité. Je vais faire une petite parenthèse d'expérience où moi, quand je suis revenu en PVT, dès le premier mois, je suis allé à Enoshima. Et je voulais aller me poser sur la plage. Au moment où je suis arrivé, je me suis installé. Il y a une adolescente qui devait avoir 14-15 ans qui est arrivée, qui a posé sa valise, qui en a sorti un sac poubelle, une grande pince et qui a commencé à nettoyer les mégots des gens. Parce qu'il y a des gens qui jettent les mégots, c'est rare, mais ça arrive. Il y a des étrangers qui le font aussi, mais il faut savoir qu'il y a aussi des Japonais des fois qui respectent pas non plus, qui se permettent, tout le monde peut se permettre, mais le but c'est d'éviter ici au Japon. Mais voilà, il y a des gens qui passent derrière gratuitement, bénévolement pour aller nettoyer la mer des autres, quoi, pour le respect de la collectivité. Complètement. Et ça fait un bien fou de trouver des rues propres, ça fait un bien fou de se sentir à l'aise quand on s'assoit sur un banc en extérieur au Japon, ce qui se font rares quand même, mais c'est relativement propre la plupart du temps. On se salit pas son jean. Les toilettes publiques. Les toilettes publiques, c'est assez incroyable. C'est plus propre qu'à la maison, quoi. C'est une propreté qui est incroyable, quoi. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti sur les toilettes publiques au Japon, qui est sorti cette année. La propreté au Japon est légendaire. Voilà, petite parenthèse, de la propreté au Japon. On vous vend un peu de rêve, on vous vend un peu le Japon, mais voilà, on vous en parle avec l'expérience. Tous les youtubeurs du Japon, tous les instagrammeurs vous vendent le rêve de la propreté au Japon, mais on vous confirme que c'est bel et bien la vérité. Ah mais au quotidien. C'est un quotidien. Tu n'as pas le droit de fumer dehors. Donc on fume pas dans la rue. T'as pas le droit, c'est illégal. Tu prends 2 000 yens d'amende, clac, c'est terminé. Donc c'est-à-dire que t'as pas de cigarettes, t'as pas de merde de chien, t'as pas de détritus à Tokyo. C'est-à-dire que c'est une ville de 30 millions d'habitants.
La plus grande ville du monde, hein. C'est la plus grande ville du monde. Qu'on le rappelle. Et c'est pour ça que Tokyo c'est assez spécial, c'est que tous les Japonais veulent vivre à Tokyo parce que c'est à la fois une ville où tu as donc tout le service public, les hôpitaux, les cinémas, les théâtres, les grands immeubles, tout ce que tu veux, et en même temps tu as une qualité de vie qui est indécente par rapport à Paris, par rapport à New York, c'est-à-dire t'as un taux de criminalité qui est extrêmement bas, t'as un taux de pollution qui est extrêmement bas. On le ressent vachement d'ailleurs en parlant de ces deux choses-là, hein, quand on arrive ici, quoi, on sent que l'air est bien plus agréable à respirer. Rien à voir, il a rien à voir, complètement d'accord. Et que la qualité de vie aussi, voilà, ouais. est meilleure. Et meilleure. Et c'est quand à Tokyo, ça peut être 30 millions d'habitants, c'est gigantesque. Je pense que c'est une ville qui quand même, enfin, moi on en parlera, je préfère Osaka, tu vois, habiter largement. Mais t'as plein de parcs à Tokyo. Tu vois, c'est une ville où tu peux vraiment, tu vas dans un parc, c'est des gros parcs qui sont magnifiques, et tout de suite t'es coupé du monde, t'es coupé de... c'est le silence, t'entends les oiseaux, enfin c'est... Voilà, c'est vrai, on arrive vachement, même dans ces grandes villes comme Tokyo, à retrouver un moment de calme. Que ce soit dans un temple, dans un parc, on retrouve des oiseaux, on retrouve beaucoup d'oiseaux, on retrouve beaucoup d'oiseaux. La faune et la flore sont très présentes sur tous les aspects de l'année, quoi. Et tu sais, nous en France on a les églises, mais tu vois, on en a une multitude, et au Japon c'est vraiment les temples. Tu vois. Donc en fait, tu as vraiment ces îlots de sérénité et de quiétude dans chaque quartier du Japon, quoi. Chaque quartier de Tokyo. Tu as un temple et tu peux avoir un petit jardin zen ou une petite fontaine, et tout de suite tu es coupé du monde. Donc en fait c'est c'est très agréable, quoi. C'est très agréable. Et surtout, par exemple, t'as pas de klaxon. Les Japonais klaxonnent, tu vois, petite taille, ils klaxonnent très peu. Le silence à Tokyo, c'est saisissant, quoi. Dans la rue, même dans les très grandes artères, à part à Shibuya ou Shinjuku, tu vois. Le soir, où là, c'est vraiment bon. Là, on sort vraiment, voilà. Là, c'est vraiment la Tokyo, ville. Il faut savoir que Tokyo, c'est pas que Kabukicho, c'est pas que Shibuya, c'est pas que Shinjuku, c'est pas que Asakusa. Il y a aussi beaucoup de quartiers résidentiels, beaucoup de endroits. Énormément. Hein, c'est immense, hein, c'est des villes dans des villes. Hein, c'est un regroupement de villes, hein, de base, Tokyo. Ouais. Et on y retrouve vraiment des endroits très calmes. Il y a beaucoup de parcs. Il y a beaucoup de parcs, beaucoup d'endroits qui sont relativement calmes. On prend 2 rues et on se retrouve dans un endroit super calme, super propre. Donc faut savoir se perdre. Pour apprécier vraiment le Japon, faut savoir se perdre. Complètement d'accord avec toi. Moi je t'ai fait, tu vois, ça fait 1 mois que je suis à Tokyo, je fais entre 15 et 20 km tous les jours, je ne fais que ça. Me balader. C'est où ton quartier préféré du coup là, Tokyo, tu m'en parlais là Alors moi c'est à côté du très beau parc de Ueno, et c'est un des seuls quartiers qui a été préservé de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il faut savoir que Tokyo a été complètement bombardé et ravagé par les Américains en août 45, un petit peu en juillet 45, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tu as eu 100 000 morts, le bombardement de Tokyo c'est 100 000 morts en quelques semaines, et donc Tokyo est réduit ensemble par les bombardements américains, sauf 2 quartiers. Donc c'est les quartiers à côté de Ueno, qui sont, allez voir, qui sont, que je trouve magnifiques. Donc c'est des petites maisons de 2-3 étages. Et tu as vraiment une vie de quartier que tu peux trouver en France, ou même dans les petites villes japonaises, les petits villages, tu vois. Et à côté, voilà, donc tu as Asakusa qui est pas très loin, tu as Ueno, et voilà, tu as les petites échoppes traditionnelles et tout, quoi. Donc ça c'est vraiment mon quartier que j'adore. Moi je suis à Nishi-Waseda, à côté de la grande université de Waseda, et c'est au nord de Shinjuku. Entre Ikebukuro, qui est tout au nord, et Shinjuku. Donc t'as Ikebukuro, Waseda, Shinjuku, Shibuya. Et surtout que tu peux trouver tout ce que tu cherches, tu peux le trouver à Tokyo, quoi. Si tu cherches un quartier électrique, un quartier jeune, quelque chose de très, voilà, la culture japonaise traditionnelle, tu vois. Faut vraiment faire ses propres recherches. Et comme tu l'as très bien dit, il faut savoir se perdre. Il faut savoir se perdre, c'est super important. Et ce qui est bien, c'est quand on se perd au Japon, on n'est jamais réellement perdu. Google Maps marche extrêmement bien ici. Je recommande à tout le monde d'avoir Google Maps, c'est la vie ici, clairement. Il est très simple. En vrai. Tout est très simple. Il y a beaucoup de choses écrites en anglais. Il faut savoir un minimum lire. Hein. Puis même quand on est perdu au Japon, ce n'est pas dangereux. Ce n'est jamais dangereux. Jamais. Vraiment. Jamais. Même dans les pires quartiers, quand certaines personnes les vendent comme les quartiers les plus dangereux, on parlera de Nishinari à Osaka, on parlera de Kabukicho. Kabukicho à Tokyo, voilà, qui sont les quartiers les plus sales vendus, les plus dangereux. Pour moi, c'est non. Ça reste vachement safe. À partir du moment où vous savez dire non à un rabatteur, vous êtes safe. Non à une personne qui vous propose un massage, le pire truc qui puisse vous arriver, c'est vous faire arnaquer. Faut juste avoir un peu de jugeote, savoir dire non et pas rentrer n'importe où, c'est tout. Tout simplement. Donc perdez-vous. Il faut savoir flâner.
Osaka, Kyoto, voilà, j'adore. Osaka, déjà, je me dis, oh là, ok, je kiffe le délire. Première expérience à Osaka, Ouais, je kiffe le arrivé délire. en vélo là-bas avec tes deux potes. Avec mes deux potes, pour la petite histoire, voilà, tout le monde s'engueule. Tu vois, c'est vraiment c'est ça. Ah, c'est des trucs qui arrivent, surtout Des quand trucs on est qui trois. arrivent, Quoi. voilà. Je me rappelle de ça, tu vois, je viens de faire 100 bandes de vélo, il me réveille à 5h du mat, 6h. Je dis pourquoi tu me réveilles, il me dit ouais parce que j'arrive pas à dormir. Ah ouais non frérot non. Donc je vois ça, je dis ok j'ai qu'une envie c'est d'y retourner quoi. Après ça je reste 1 mois et demi, c'est le rêve c'est les rêves de toute une vie machin. J'attends quand même 5 ans avant d'y retourner. Parce qu'il y a le Covid. Donc le Covid ça a bloqué pas mal de monde. Hein. Le Covid, hein, les frontières ont été complètement fermées pendant quasi 3 ans total. Ah. Ouais très particulier quoi. Ouais. Si tu veux bien Pablo, on va parler un peu de ton expérience PVT, Working Holiday, sur tes 1 an. C'est ça, donc alors mon expérience mon expérience du Japon, de la difficulté de rentrer au Japon, elle commence même avant de rentrer au Japon, c'est-à-dire qu'elle commence par l'obtention du PVT. Tu pourras en parler aussi parce qu'on a eu souvent la même expérience, c'est-à-dire qu'il faut remplir un espèce de dossier qui n'a sans queue ni tête quoi, où tu dois en gros faire une espèce de bilan prévisionnel de ce que tu vas faire pendant 1 an avec tes rentrées d'argent, tes sorties d'argent. Est-ce que tu te rappelles de ça? Bien sûr, je m'en rappelle. Ouais. C'est clairement, tu fais ton propre tableau. Il y a des modèles sur internet pour ceux qui veulent s'aider un petit peu. Mais tu dois vraiment prévoir les endroits où tu vas aller, où tu vas loger. Mais surtout, voilà, le nombre de tes dépenses. Qu'est-ce que tu vas dépenser pendant 1 an en fonction de ton budget? Parce qu'il faut savoir qu'il faut avoir un budget pour venir en PVT au Japon. Plusieurs milliers d'euros. Combien ils demandent déjà? Ils demandent soit 3 ou 4 000 euros voilà. avec le billet d'avion. Voilà, 3 ou 4 000 euros, sinon c'est 5 000 euros sans le billet d'avion. Je crois que c'est à peu près ça, je me souviens plus des chiffres exacts. Allez vous renseigner sur le site officiel de l'ambassade de France, de l'ambassade du Japon en France, pardon. Voilà, les prix sont affichés. Bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui se font prêter de l'argent pour venir au Japon et qui se débrouillent en ayant des petits boulots derrière. Moi, ce que je vous déconseille clairement de faire, je vous conseille plutôt d'économiser, d'avoir assez d'argent pour partir au Japon et de ne pas acheter les billets en avance pour leur prouver, mais bien d'avoir d'abord votre visa et d'acheter les billets ensuite. C'est plus sécure, vous êtes sûr d'avoir votre visa. Pour monter votre dossier, il faut aussi monter du coup je vais te laisser dire un petit peu, mais il y a plusieurs autres pièces à fournir. Oui, il y a ce fameux dossier là où en fait sur plusieurs pages tu dois décrire de façon très précise ce que tu vas faire au Japon, les villes que tu vas visiter, avec ton budget, et donc à la fin ton budget doit être positif, c'est-à-dire que ce qu'ils ont peur surtout c'est que tu restes au Japon sans argent et que de fait tu ne puisses pas retourner en France. Il faut aussi une lettre de motivation. Bien sûr. Une lettre de CV, motivation. lettre de motive, voilà. oui, pour moi, c'est naturel, et leur ça. montrer un CV, je crois, c'est ça. Ouais, bien sûr. CV et lettre de motivation, à mettre à jour. Pourquoi vous venez au Japon? Ils ont envie de savoir votre intention. À éviter de mettre je viens parce que j'aime les mangas ou j'aime les animés, c'est vraiment le truc à pas faire. Intéressez-vous aussi à la culture, faites-le vraiment si vous voulez faire une bonne lettre de motivation aussi. De toute façon, si vous êtes intéressé que par les mangas et les jeux vidéo, n'allez pas au Japon. Ne restez pas 1 an au Japon. Le PVT, il faut vraiment, de toute façon, pour rester 1 an dans un pays, ou plus d'ailleurs, si certains veulent rester plus, faut être amoureux du pays entier, de la culture. Il y a pas mal de gens qui viennent d'ailleurs en PVT, on a rencontré des gens, j'ai eu des retours d'expérience de gens qui viennent et qui sont pas du tout faits pour ça, qui rentrent au bout de 3-4 mois, qui rentrent au bout de 5 mois, il y en a plein. Ils n'étaient pas préparés, et voilà. Donc c'est bien d'avoir assez d'argent. La condition c'est d'avoir avant ces 31 ans révolus de faire la demande, bien évidemment vous pouvez partir même quand vous avez 31 ans, une fois que vous avez eu votre visa. Mais la condition c'est d'avoir, il faut vraiment avoir fait la demande avant, avoir obtenu son visa, avoir assez d'argent et monter, faire en sorte d'avoir, alors le dossier il est pas si compliqué. Ça se fait, n'importe qui peut le faire à partir du moment où il y met un peu de cœur et un peu de temps. Moi je conseille en vrai, si on parle chiffre, pour vivre bien, en 1 an, 10 000 euros. Ouais, 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros, en vrai, c'est bien. Je pense aussi, avec mon expérience aussi. Et je pense qu'avant de venir en PVT, la chose que moi je recommanderais aux gens qui nous regardent, si vous êtes intéressés par le Japon, venez d'abord en visa tourisme. Un visa tourisme, vous n'avez pas besoin, vous le décrochez directement dès que vous venez au Japon. Voilà, c'est 3 mois maximum sur le pays. Venez, tâtez un peu le terrain. Vous vivez comme des Japonais pendant 3 mois. Vous vous débrouillez pour trouver vos Airbnb, vos appartements. Certes, vous êtes limité, vous ne pouvez pas prendre un appartement classique, c'est complètement interdit vu que c'est des contrats d'un
un an, mais venez vous faire une expérience. Moi c'est ce que j'ai fait. Je suis venu 3 mois en me disant peut-être que je rentrerai avant, peut-être pas, je sais pas. Et finalement je suis resté les 3 mois, et les 3 mois sont passés à une vitesse folle. J'ai beaucoup voyagé à pas mal d'endroits. Je raconterai ça dans une prochaine vidéo, hein, bien évidemment mon expérience à moi, mais voilà, je conseille à tout le monde de venir d'abord 3 mois, tâter le terrain, un peu comme Pablo est venu du coup aussi faire son voyage en vélo et son voyage au Japon. Et ensuite, si vous êtes prêt, venez en visa PVT pendant 1 an. Complètement. Ça peut suffire, hein, comme tu l'as très bien dit, voilà, seulement 2-3 mois, ça peut suffire à beaucoup de gens, comme un voyage classique, touristique, habituel. Juste pour revenir à l'ambassade, j'emmène mon dossier et ils me disent, je me rappelle la femme japonaise d'ambassade qui regarde le dossier qui me dit monsieur Pablo, Pablo-san, il n'y a pas assez de musées. Vous visitez pas assez de musées, il n'y a pas assez d'offres culturelles, quoi. Et votre dossier n'est pas acceptable. Donc tu n'étais pas assez intéressé pour eux par la culture japonaise. J'étais pas assez intéressé par la culture japonaise, j'avais mis un maximum de villes, enfin voilà, j'avais comme tu l'as très bien dit, hein, j'avais copié un peu les modèles sur internet. Donc je me rappelle, j'ai pris la liste de tous les musées, les plus importants musées du Japon, à Tokyo, Osaka, Kyoto, et j'ai mis visite un par un musée. Et même si tu comptais pas forcément les faire. Bien sûr que non. Il faut simplement leur prouver voilà, que vous êtes intéressé. Il y a aussi autre chose, un aspect à ne pas négliger, c'est ne venez pas pour travailler. C'est vraiment un ils truc. Aiment pas ça, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça. Même si vous le faites. Hein, mais... Voilà, vous avez le droit de le faire bien évidemment, mais il faut surtout pas pendant votre demande dire que vous allez travailler pendant 1 an. Parce que c'est un visa Working Holiday. Effectivement, c'est écrit Working Holiday, visa vacances-travail, mais les vacances doivent être priorisées par rapport au travail. Donc voilà, vous avez le droit de dire que vous allez trouver un petit travail, etc. pour subvenir à vos besoins, même si vous avez, pour continuer à vivre dans le Japon, mais surtout priorisez vraiment le voyage, la découverte, la culture avant le travail. Ne mettez pas que vous allez travailler pendant 1 an. Non. Sinon, ils vont vous refuser clairement votre dossier. C'est catégorique. La plupart des gens qui le font sont refusés. Alors, c'est pas parce que vous êtes refusé que vous n'avez pas le droit de refaire une demande, bien évidemment. On peut refaire plusieurs demandes jusqu'à obtenir le visa Working Holiday. Moi, je l'ai eu du premier coup, je pense que toi aussi. Non, du coup, moi j'étais refusé une fois. Toi, t'as été recalé une fois, pardon. Recalé une fois, et ils m'ont dit parce que pas assez de musée. Voilà. Alors au niveau, donc j'avais économisé, donc ça c'était bon. Mais voilà, ils m'ont dit tu refais ce fameux dossier, donc j'ai bombardé le musée de tombes, de tout ce que tu veux, et là ça a été bon. Donc déjà je me dis ok, là c'est vraiment le Japon quoi. C'est-à-dire qu'ils sont hyper tatillons. Il y a une règle, il y a un cadre, au Japon c'est ça, si tu ne rentres pas dans le cadre ça ne marche pas. Je me rappelle là, je pense à ça au voyage au vélo, on se tape 100 bornes de vélo. En 90, on arrive à Kamakura, on arrive à 22h05 à Kamakura. Les hôtels ferment à 22h. L'hôtel ferme à 22h, c'est-à-dire que toi tu arrives, t'es en sueur, ils voient trois étrangers, 3 gaijins avec 20 kilos sur le dos, les mains en sang, parce que j'avais les mains en sang, j'avais pas de guidoline, tu vois, c'était l'aventure quoi. Et l'aventure en fixie. Ouais, c'était l'aventure, ça c'est trop cool à faire quoi. Parce que après les années passent. Il y a des galères. Mais tu te souviens que des bonnes, Et les mauvais souvenirs deviennent des bons souvenirs. Des histoires à raconter quoi. Et après tu tapes des barres. Et ils nous voient arriver et c'est ça. C'est clairement. Tu connais ça? Ah non, bien sûr, ça je connais. Mais clairement, quand on voit ça au Japon, ça veut dire c'est mort. C'est dead. C'est dead. 22h05, l'hôtel il ferme à 22h, c'est ça. Et là aussi pareil, tu vois, c'est toujours ça, c'est-à-dire que y a quelque chose qui en France, je veux dire, t'es dans un hôtel, c'est 5 minutes après la fin. Tu vois des jeunes qui galèrent, ils te restent des chambres, bien sûr les gars. Est-ce qu'on suit vraiment les règles en France par rapport au Japon? Je pense qu'il y a une grosse différence par rapport à ça. Voilà, le Japon, il y a des règles, les gens les respectent. Tous les Japonais, en fait, il faut faire comme les Japonais. Mais jusqu'à la maladie, enfin pas la maladie, jusqu'à l'extrême. Jusqu'à l'extrême. Là c'était vraiment l'extrême. Quand tu vois, t'as le vélo qui dépasse de 10 cm de la bâche, on te demande de sortir du train. Quand tu nous vois, 3 jeunes perdus à Kamakura, 22h05, 5 minutes après la fermeture, ils refusent de nous laisser rentrer. Et on a failli dormir dehors. Il a fallu qu'au bout de 5e hôtel, ça soit la femme du gérant qui nous voit, qui pitié de nous, pour dire ok, vous pouvez rentrer. Et on a dû dormir tous les 3 dans une même chambre. Enfin bref, c'est toujours ça le Japon, toujours ça. Ayez votre téléphone avec vous, regardez les horaires sur Google Maps. Quand c'est fermé, c'est fermé. Hein. L'ouverture du parc à Ueno, si c'est ouvert à 9h, le gardien il va être derrière la grille, il va regarder sa montre.
c'est 8h59, il ne va pas ouvrir. Et c'est à 9h, il est derrière, il ouvre. Petite expérience perso, j'étais à Gotemba Premium Outlet, qui est du coup un outlet au Japon où ils vendent beaucoup de marques très connues en réduction. C'est très fréquenté, il y a beaucoup de monde. Je suis arrivé avant l'ouverture parce que du coup j'ai des amis qui travaillent là-bas. Et j'ai vu la fameuse ouverture où tous les gérants des magasins se mettent devant la porte juste avant l'heure précise. Et à 10h pétante, tout le monde se salue, s'incline et ouvre les portes. L'heure, c'est l'heure au Japon. C'est Gandalf. Un magicien n'est jamais en avance, il n'est jamais en retard, il arrive toujours à l'heure. Ah, c'est le Japon. Et c'est ça, une fois que tu acceptes de rentrer dans ce cadre qui est très précis, c'est bon. Voilà, donc je voulais un peu déménager, bouger à chaque fois. Donc moi, je suis Ton projet initial, c'était quoi? Mon projet initial, c'était d'arriver à Osaka parce qu'on m'avait dit, j'avais fait des recherches un peu sur internet, j'ai vu ouais, Osaka c'est Marseille. Un peu ouais, c'est Marseille. En gros, pour faire simple, Tokyo c'est Paris et Osaka c'est Marseille. Donc moi j'aime bien un peu ces ambiances-là, je me suis dit ok, vas-y. En plus, Osaka j'avais bien aimé, c'est peut-être un peu plus français, je sais qu'il y a une bonne communauté de Français à Osaka. On respecte un peu moins les règles à Osaka, ça tu sais très bien. C'est vraiment une ville où il fait très bon vivre, où tu peux rencontrer, surtout les habitants d'Osaka sont très ouverts d'esprit. C'est bien plus que Tokyo, bien plus que... J'ai retrouvé ça à Okinawa, bon, j'en parlerai après. Beaucoup d'Osakajin parlent un peu plus anglais. Complètement. Parlent même un peu, voire bien. Voilà, c'est une ville qui est très ouverte. Qui est plus chill, les gens ils prennent plus le temps de vivre, tu vois. Il y a une grosse nightlife, les gens se mélangent, ils sont curieux, tu vois. À Tokyo, bon... les gens ils n'ont pas le temps à Tokyo, ils ont pas le temps. C'est comme à Paris quoi, ils n'ont pas le temps. On le voit, on le ressent beaucoup. Alors certes, encore une fois, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais moi je me suis fait des potes à Tokyo, je m'en suis fait autour, mais c'est vrai que je me suis fait tellement plus de potes, tellement plus rapidement à Osaka. J'habite à Osaka, Pablo a habité à Osaka, la vie à Osaka est beaucoup plus simple. C'est un truc de ouf à Osaka, c'est qu'Osaka, comme nous on s'entraîne souvent du côté de Shinsaibashi, d'Amerikamura, voilà, donc c'est au final, il y a un côté village où moi j'étais barman à Osaka. Donc tu retrouves quand même plus ou moins les mêmes gens. C'est que tu arrives à voir les mêmes gens. À Tokyo, c'est impossible. C'est quasiment impossible. Donc Osaka, tu croises des gens que tu connais dans la rue. C'est clair. Ça, c'est ouf. Alors que la ville fait 5 millions d'habitants. C'était quoi donc ton plan initial? Donc moi j'arrive, je vais sur Workaway, sur France Workaway, et j'envoie une demande pour travailler dans une auberge de jeunesse. Qui s'appelait The Pax Hostel, qui était dans le Shinsekai. Donc Shinsekai, Nouveau Monde, c'est le quartier un peu, le vieux quartier d'Osaka, avec la Tsusenkaku Tower qu'on adore. Et c'est un quartier qui était à l'époque très dangereux, qui maintenant, voilà, qui est un quartier un petit peu désuet, un petit peu ringard que moi j'aime beaucoup quoi. Donc auberge de jeunesse, première expérience. Donc auberge de jeunesse pendant donc The Pax Hotel pendant 2 mois. Donc là c'est génial parce que je conseille aux gens de faire ça. Travailler en auberge de jeunesse, ça permet déjà de ne pas payer le logement. Et ça c'est quand même très agréable. Environ 300, 400 euros par mois, 500 euros par mois. Donc on avait un dortoir. Vous savez, c'est les dortoirs un peu en alvéole, capsule hôtel quoi. Donc on est 10, 5 au-dessus, 5 en bas, donc t'es comme ça dans ta petite chambre. Donc moi j'ai passé 2 mois là-dedans. Tous les jours, de 11h à 13h, je m'occupais de changer les lits, donc les draps, de nettoyer les toilettes, Bedo Shimasu, Mizumawari, et les toilettes, le lit, la salle de bain, voilà, pendant 2-3 mois. Donc c'est une super expérience parce que j'étais avec des Japonais, parce qu'il y avait un restaurant et un bar au premier étage. Moi j'habitais au 2e, donc avec les Japonais, avec les Japonaises, avec les étrangers et avec les étrangères. Donc c'était une façon à la fois de s'immerger dans le Japon, parce qu'il me montrait plein de choses, d'avoir un logement gratuit et d'avoir tout de suite une communauté. Parce qu'en fait, ce qui est dangereux au Japon, c'est quand tu arrives, tu ne connais personne. Donc le risque, c'est de rester qu'avec des Français. Ah ouais, alors ça c'est vraiment le truc à éviter, clairement, de trouver quelques Français et de rester avec eux. Il faut savoir se mélanger, il faut savoir la rencontre. Alors la chance qu'on a, c'est que des fois on a des Français, on rencontre des Français qui connaissent aussi les Japonais. Déjà, voilà. Mais c'est bien de vous faire une vraie expérience et d'essayer d'aller rencontrer des Japonais en sortant par exemple dans un bar ou en allant dans une guest house et travailler avec des Japonais. Ça peut créer des premiers liens, une première approche. Et il faut savoir que les Japonais ne viennent pas tous d'eux-mêmes vers vous. Nous, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sociable, j'ai envie de dire, aller vers les autres, même si bon, c'est pas facile de le faire. Mais en allant dans un pays comme ça, à l'autre bout du monde, je pense qu'il faut vraiment le faire quoi. Faut pas rester tout seul. L'expérience sera pas gâchée, mais sera pas la même. Il y a des gens qui aiment rester seuls, mais c'est bien de faire la rencontre déjà pour parler japonais, pour s'immerger, parce que les Japonais vont vous apporter une expérience
de ouf. Parce que Japonais, eux vivent ici quoi. une vraie expérience, quoi. Ils vont vous emmener dans des restos qu'ils aiment, ils vont vous emmener dans des boui-boui, comme nous on aime bien, comme on appelle, des petits bars, des petits izakaya, rencontrer leurs potes, vous partager des choses, vous apprendre des nouveaux mots, des expressions, des coutumes, plein de choses. Il y a tellement de coutumes au Japon, tellement de choses à découvrir. Donc deux choses l'une, soit tu parles japonais, soit tu rencontres des gens qui parlent anglais. C'est hyper important de commencer à apprendre un peu de japonais complètement pour s'intégrer. Ouais. Apprenez des bases. Il y a Duolingo pour ça, il y a plein d'applications. Exactement, 6 mois de Duolingo avant le Japon. Clairement, c'est la base. Moi, ça fait 6 mois, 7 mois aujourd'hui que j'apprends le japonais tout seul et j'arrive à avoir des conversations. J'arrive à parler avec des japonais et c'est tellement incroyable de pouvoir partager des choses comme ça. Apprenez le japonais, vous aurez une expérience 1000 fois meilleure que si vous ne parlez pas japonais. Vous allez vous fermer des portes. Si vous ne parlez pas japonais au Japon, vous allez vous fermer des portes parce que je dirais 80% des japonais ne parlent pas anglais. En tout cas, pas couramment, pas proprement, et même s'ils ne le parlent pas correctement, ils ne voudront pas parler anglais avec vous par respect parce qu'ils ne le maîtrisent pas correctement. Mais et là je vais rajouter un truc, c'est que moi, ça fait 1 an que je suis au Japon et finalement les Japonais les plus intéressants que j'ai rencontrés, c'est ceux qui parlaient anglais. Parce que moi j'ai rencontré tellement de Japonais qui m'ont dit, qui avaient mon âge, qui ne sont restés qu'au Japon. Ils ont des jours fériés, ils ont des périodes de vacances, des day off, etc. Mais ils n'ont pas de grandes vacances comme nous, les Européens. On a beaucoup de chance pour ça, on peut voyager. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de temps pour aller découvrir le monde, quoi. Donc ils peuvent être très passionnés par un pays, très passionnés par une région, et donc là ils vont se donner à fond, ils vont apprendre la langue, et voilà. Mais sinon c'est très rare, quoi. Donc les Japonais, donc il y en a de plus en plus, hein, mais moi les Japonais qui parlaient anglais, ouais, c'était génial, tu vois. Parce que là ils avaient vraiment l'œil de côté, donc ils avaient l'esprit critique que moi j'adore, donc leur propre esprit critique envers leur propre pays, envers le Japon. Et en même temps ils m'apportaient aussi cette culture japonaise que j'aime beaucoup, que j'adore aussi. Donc tu avais les deux. Donc voilà, donc c'est pour ça que les grandes villes aussi comme Osaka, surtout Osaka, tu vois, Okinawa, moi j'ai eu la chance d'habiter à Okinawa, ils parlent anglais. Et ça c'est génial, parce qu'il y a l'armée américaine très présente à Okinawa, il y a une dizaine de bases américaines, donc les Américains sont restés après la Seconde Guerre mondiale à Okinawa. Okinawa est devenue américaine, et Okinawa est devenu un petit peu le porte-avions de l'armée américaine dans l'océan Pacifique. Donc où il y a tous les B-52 qui ont décollé pour aller bombarder le Vietnam, bombarder la Corée, pendant la guerre de Corée. Donc Okinawa, stratégiquement parlant et tactiquement, est très importante pour l'armée américaine. Et donc, c'est marrant parce que les vieux à Okinawa, ils parlent mieux anglais que les jeunes. Parce que les vieux d'Okinawa étaient américains. Puisque les États-Unis, puisque Okinawa était américain pendant 30 ans. Après la Seconde Guerre mondiale. Enfin bref. Du coup, Osaka 3 mois, auberge de jeunesse. En hostel, auberge de jeunesse, génial. Donc, très bonne expérience. Très bonne expérience, donc ça se finit très mal. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, c'est une expérience personnelle. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est une expérience très française. Voilà. Ne soyez pas très français quand vous êtes au Japon. Ne soyez pas très français et voilà, surtout restez japonais, restez dans le cadre, ne faites pas n'importe quoi. C'est quoi la suite du coup? Barman. Donc, on reste à Osaka? On reste à Osaka, donc un Irish pub. Donc barman, normalement, vous n'avez pas le droit d'être barman quand vous faites du PVT. Vous n'avez pas le droit de... On n'a pas le droit de travailler en fait dans le monde de la nuit. De l'alcool, c'est ça. Le monde de la nuit qui tourne autour du coup, de l'alcool, des soirées, etc. Tout ce qui est la nightlife. Voilà, exactement. Voilà, c'est prohibité, c'est interdit. Hein. Ne le mettez pas dans le dossier PVT. Clairement. Mais bon, même si vous pouvez le faire directement au Japon, il y a beaucoup de choses qui se font en cash, de la main à la main. C'est ça. Un travail est un travail quand vous êtes sur place, mais dans les règles, encore une fois, c'est totalement interdit pour une personne extérieure qui vient en PVT travailler dans le monde de la nuit. Voilà. Donc deuxième expérience, barman. Donc en même temps, je faisais pub irlandais. Pub irlandais, donc là c'était bien parce que c'était à la fois multiculturel à fond, donc client japonais qui parle un peu anglais parce qu'on est intéressé par la culture irlandaise britannique. Et je travaillais avec un Argentin, avec des Espagnols, avec des Américains, tu vois, avec des Japonais, donc voilà. Un vrai mélange culturel. Un vrai mélange culturel. Et donc moi j'étais barman aussi un petit peu en France. Donc barman c'est très bien parce que ça te permet de trouver très rapidement du travail et de rencontrer plein de gens. Faire des contacts. Hein. Faire des contacts. Encore une fois. C'est ça. Et donc très vite t'es immergé aussi dans la nuit d'Osaka, la nightlife d'Osaka, où là tu commences à connaître du monde, gauche à droite, aller dans tel bar, donc ça c'est super, barman pour rencontrer du monde, c'est génial. Donc j'avais les deux, le matin je travaillais, je nettoyais les shots, on parlait vulgairement, et le soir je faisais des cocktails quoi. Et donc je rencontrais plein de monde. Donc ça c'était vraiment 3 mois super. J'avais les étrangers de l'hostel, les clients japonais, donc voilà, je faisais les deux. Donc en plus ça me permettait d'avoir de l'argent.
Donc j'avais beaucoup d'argent parce que je travaillais pour moi, je payais pas le logement. J'avais mon argent de côté, donc c'était fast life quoi. Les premiers mois à Osaka, c'était presque tous les jours j'allais en boîte de nuit. Donc t'arrivais quand même à trouver du temps pour sortir tout le temps, après le taf quoi. Après le taf. Après le taf, tu sortais. J'arrivais le matin, j'étais complètement déconnecté parce que je devais me lever à 9h, 10h pour nettoyer les shots. J'étais à moitié bourré le matin, tu vois, je nettoyais. Et voilà, c'était ça quoi, c'est une vie à la japonaise où tu comptes pas tes heures, l'après-midi tu fais une sieste et tu remballes quoi. T'as fait ça combien de temps du coup, 3 barman? mois. En gros 3 mois barman, j'ai eu très rapidement le taf de barman parce que j'ai rencontré un Français qui était marié avec une Japonaise qui bossait à ma guest house et qui travaillait dans le bar et qui m'a proposé de travailler dans le bar. Encore une fois, faites des contacts. Vous voulez des opportunités. Les opportunités, ça vient avec les contacts, les personnes que vous rencontrez, voilà. N'hésitez pas quoi. Donc toujours contact, tac. Ah, il cherche un mec dans mon bar, ah bah je suis barman, ok c'est parti. Ça peut très vite, ça peut aller très vite au Japon. Et ensuite, donc j'ai eu mon expérience, voilà, j'ai barman et je me suis dit, bon voilà, ça faisait 3 mois que j'étais dans mon petit 1 mètre sur 1 mètre, voilà, un lit. J'en ai eu marre, j'ai décidé de vouloir avoir mon appart.